NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Rien ne peut être construit sur la haine, l'amertume et la vengeance. Cette idée, cette stratégie, essentiellement basée sur le dialogue, sur la négociation, symbolise l'action, l'option, le choix politique du premier président de la République du Congo. Celui qui, le 30 juin 1960, devient le chef de l'État de la jeune nation dont il proclame l'indépendance devant le roi Baudouin de Belgique. Nous serons pour cela, dans ce vaste chantier de 14 millions d'hommes, qui est notre pays, éclairer et guider tous ceux qui œuvrent dans l'enthousiasme. C'est cette communauté d'efforts, de plein et de travail qui achèvera le plus sûrement d'unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Nous montrerons ainsi au monde, par nos actes, que nous sommes dignes de la confiance que le peuple a placée en nous et que de nombreux pays nous témoignent déjà. Cinq jours seulement après avoir proclamé l'indépendance du Congo, le pays rentre dans une grave crise qui menace de le faire éclater. La mutinerie de la force publique, unique atout du pouvoir en place, favorisée par l'armée belge qui n'accepte pas d'être ainsi écartée, qui ne supporte pas l'idée d'africanisation des cadres, notamment des officiers, va très vite se transformer en un bras de fer entre les autorités de Léopoldville et celles de Bruxelles. C'est le chaos lorsque la Belgique, sous prétexte de protéger ses ressortissants et d'organiser leur retour, envoie ses parachutistes et ses soldats un peu partout au Congo sans jamais demander l'autorisation des nouvelles autorités. Une ingérence qui irrite fortement Joseph Kasavubu et son premier ministre Patrice Lumumba qui protestent auprès de l'ONU. Profitant du chaos ambiant, Moïse Tshombe, soutenu par Bruxelles, proclame le 11 juillet 1960 l'indépendance de sa province, le Katanga. Albert Kalonji va lui emboîter le pas quelques semaines plus tard en proclamant à son tour l'indépendance du Sud Kasaï. La partition du Congo est en marche. Un peu partout dans le pays, les partisans du fédéralisme qui avaient dû taire un moment leurs desseins, leurs projets, leurs idées, parlent à nouveau ouvertement de leur volonté de voir le Congo éclater en une multitude de petits États fédérés. Quelquefois, cette idée est même évoquée par les proches du chef de l'État. Joseph Iléo, le président du Sénat, ne se gêne plus pour en parler. Hier, Monsieur Iléo, qui est le président du Sénat, tenait une conférence de presse dont le thème était le suivant. Il n'y a pas un peuple congolais, mais plusieurs, et la confédération est la structure politique la seule qui soit viable au Congo. Et c'est pour essayer d'interrompre cette conférence de presse que la police est intervenue. Oui, on présente d'ailleurs M. Iléo maintenant comme l'homme fort de la BACO. L'homme fort de la BACO, il a toujours été, il a toujours été opposant à la politique de M. Lumumba. Devant le peu d'empressement des Nations Unies qui ont envoyé sur place des soldats, devant leur manque de volonté à ramener le calme, à sauvegarder l'unité du Congo, Patrice Lumumba va faire appel en septembre 1960 à une autre force, les troupes soviétiques. Elles vont lui fournir aussitôt une assistance militaire et technique. Une décision prise sans l'aval du président Joseph Kasavubu. Cette aide va néanmoins lui permettre d'avancer sur tous les fronts. Malgré la présence des mercenaires étrangers dans la gendarmerie mise sur pied par Moïse Tshombe, l'armée nationale congolaise va pénétrer victorieusement au Katanga. Les exactions sont nombreuses. On va même utiliser le terme de génocide, tant les crimes sont importants. Même s'il n'est pas d'accord sur la manière, Joseph Kasavubu préfère garder le silence. Il ne fait cas de sa désapprobation qu'en privé. Pendant ce temps, dans le bloc de l'Ouest, l'on a décidé d'en finir avec ce régime congolais. En cette période de guerre froide, il n'est pas question de laisser basculer cet important pays dans le bloc communiste.
La décision est donc prise au plus haut niveau à Washington et à Bruxelles pour en finir avec Patrice Lumumba. Les scénarios se multiplient, comme le raconte Laurence Devlin, le patron de la CIA en poste à Léopoldville, à cette date. C'était, je crois, quelque part entre le 12 et le 15 août. Les États-Unis ont décidé qu'il fallait un autre gouvernement. Que Lumumba devait partir. La décision venait du plus haut niveau. Certains m'ont dit du président lui-même. Je n'en ai pas la preuve, je ne peux pas le prouver. Mais il avait été décidé que Lumumba devait être physiquement éliminé. Je n'en ai jamais été averti par écrit. Je recevais des instructions d'un certain Joe de Paris, un agent de la CIA. C'est lui qui m'a dit que si Lumumba ne pouvait pas être éliminé politiquement, alors il devait l'être physiquement. La machine pour en finir avec le pouvoir en place est donc en marche. Le scénario est écrit. Colette Bragman, vous qui en tant que journaliste au quotidien belge Le Soir, avez travaillé pendant de nombreuses années sur le Congo et qui avez côtoyé toutes ces personnes de près, qu'est-ce qui faisait réellement qu'à ce moment-là, les États-Unis d'Amérique aient choisi plutôt la solution de l'élimination physique de Patrice Lumumba tout seul, et pas son président Joseph Kasavubu? Que lui reprochait-il en réalité? Mais les Belges ont toujours dit, mais c'était un prétexte on lui en a voulu par cause de son discours prononcé au moment de l'indépendance, dans lequel c'est un discours à l'usage de son peuple. Il a dénoncé les souffrances, les humiliations subies durant la période coloniale. En réalité, l'animosité des Belges est bien antérieure à cela. On considérait que Lumumba était dans le vocabulaire de l'époque, était un extrémiste, et puis un soutien était soutenu par l'Union soviétique, ce qui n'était pas vrai du tout à l'époque, mais il était un élément nationaliste, rebelle. Il n'écoutait pas les conseils, les ordres venus de Bruxelles, et le discours prononcé devant le roi a été considéré comme un affront fait au roi qui a vraiment précipité l'attitude des Belges. Mais depuis le début, les Belges n'en voulaient pas. Ils soutenaient ce qu'ils appelaient des modérés, comme le président Kasavubu, comme après Tshombe, qui garantissait qui était donc le chef du Katanga, qui garantissait les intérêts de l'Union minière. archives@rfi.fr. Après avoir longtemps affiché une unité d'action, rien ne va plus en ce début de septembre 1960 entre Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu, le président de la République. Le chef de l'État reproche à son Premier ministre les méthodes employées par l'armée nationale congolaise dans sa reconquête du Sud Kasaï et du Katanga. Monsieur Faustin Zantoko Basolongo, vous étiez un membre important, un des leaders de la jeunesse de la BACO, le parti du président Joseph Kasavubu. Qu'est-ce qui opposait désormais Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu? Quelles étaient les raisons de leur discorde? La cause de leur sourde guerre qui va devenir officielle au mois de septembre 1960? Depuis l'entrée de Lumumba, de Patrice Lumumba dans le combat politique pour l'indépendance, il n'y a jamais eu de polémique, il n'y a jamais eu de conflit entre Kasavubu et Patrice Lumumba, entre la BACO et le MNC et le parti de Lumumba. Mais pourtant, après l'indépendance, 5 jours seulement après l'indépendance, les deux se divisent. J'y viens. Les divergences vont naître après l'indépendance. Qu'est-ce que vous allez constater? Quand vous voyez la table ronde de Bruxelles, M. Kasavubu n'était pas président seulement de la BACO. M. Kasavubu était président du cartel à BACO qui était composé du MNC Kalonji, du PCA de M. Antoine Gizola, du Parti du Peuple de M. Alphonse Ngouboulou, de l'IDEA de Guillaume Lubaya, etc. Tous ces partis, mais après l'indépendance, un conflit s'est éclaté au sein du PCA, opposant M. Cléophas Kamitatu à M. Antoine Gizenga. Ils se sont séparés. M. Gizenga est allé du côté de Lumumba, Kamitatu est resté dans l'aile, tout ça. Mais en quelque sorte, c'est vraiment ce qui était la base du conflit. Mais jusque-là, ce conflit n'avait pas encore entamé les relations de M. Kasavubu avec Patrice Lumumba. Jusqu'au fait que, je me rappelle même bien que
un Belge, un journaliste belge, a fait une question à M. Kasavubu concernant ce rapport avec Patrice Lumumba. M. Kasavubu a répondu que même une vie ne pouvait passer entre lui et son Premier ministre. Mais c'était aussi de la politique. Ce n'est que plus tard qu'on comprendra que c'était un jeu de Mobutu. Il va avoir certainement été monté, sans doute par les agents des services secrets extérieurs. Mobutu est allé avec les militaires à Mbujimaï, dans la zone de Albert Kalonji. Et là, il a vraiment rasé tout un village. Tout un village. Alors cette affaire a fait beaucoup de mouvements à travers le monde. Et comme vous savez, ce Kasavubu était un homme de grande moralité. Ça, il n'a pas appuyé cette action de la part de Patrice Lumumba, en quelque sorte, que ce qui a créé ce flot entre Kasavubu, entre M. Kasavubu et le Premier ministre Patrice Lumumba. Docteur Longombenza, vous êtes un des biographes du président Joseph Kasavubu. En dehors de la méthode violente utilisée par l'armée nationale congolaise pour reconquérir le Sud Kasaï et le Katanga, quelles étaient les autres raisons de leur opposition qui éclatent au grand jour en ce début septembre 1960? Le sort de M. Kasavubu et le sort de M. Lumumba étaient scellés. Les deux devaient partir. Et ça, les gens l'oublient. Parce qu'ils vont faire le tour du Congo en avion. Et les deux pouvaient mourir lorsqu'il y a déjà la sécession katangaise. Les deux vont ensemble. Ils sont solidaires. Mais le président Kasavubu va recevoir une pression des États-Unis, une pression de la Belgique pour faire partie de M. Lumumba. Il faut tout de même se souvenir que Joseph Kasavubu est le leader de la BACO et que son mouvement a toujours été fédéraliste. Il n'a accepté la centralisation de l'État unitaire qu'avec réticence. Et il a toujours organisé sa province de façon à ce qu'elle soit prête pour une aventure solitaire. La tournure des événements, l'isolement dont est victime le Congo ne lui plaît pas du tout. En plus, les siens sont victimes des violences de l'armée nationale congolaise conduite par Joseph Désiré Mobutu. Il ne peut l'accepter encore longtemps. Le terrain est donc propice pour l'ambassadeur des États-Unis, Claire Timberlake, pour le convaincre de mettre un terme à cet attelage, pour le pousser à prendre la décision de se séparer de son Premier ministre, Patrice Lumumba. Joseph Kasavubu se rend donc à la radio nationale le 5 septembre 1960 pour délivrer un message un peu spécial au peuple congolais tout entier. Voici des précisions sur l'ordonnance que j'ai signée hier soir à 19h et qui a été contresignée par 2 ministres. Article 1er. Monsieur Lumumba Patrice, membre de la Chambre des représentants, est révoqué de ses fonctions de Premier ministre et de toutes ses autres fonctions ministérielles. Article 2. Monsieur Mwamba Rémi, Guéboué Christophe, Kachamura Anissé, Bolamba Antoine et Lumala Jacques sont révoqués de leurs fonctions, respectivement de ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Information, secrétaire d'État à l'Information et secrétaire d'État près le Premier ministre. Article 3. Monsieur Iléo Joseph, sénateur, est nommé Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ministre de la Justice. C'est un coup de théâtre à Léopoldville. Surtout que le président n'a pas prévenu Patrice Lumumba de cette décision de le révoquer. Le Premier ministre va donc apprendre par la radio qu'il vient d'être démis de ses fonctions. Patrice Lumumba réagit à son tour en convoquant d'abord un conseil des ministres qui le maintient à son poste. Il révoque de son côté le président Joseph Kasavubu. C'est l'impasse. Dans le pays, on ne sait plus qui gouverne. Une situation qui, naturellement, réjouit Moïse Tshombe et ses partisans dans le Katanga. Les bouleversements en cours à Léopoldville font, vous en doutez, la joie du Katanga. Les nouvelles arrivent mal ici, on ne peut suivre la situation d'heure en heure, mais s'écrit-on volontiers, cette confusion nous suffit, elle montre au moins que le Katanga a la tête froide et qu'il peut aujourd'hui sauver la situation.
Toute la nuit, ministres, fonctionnaires et journalistes internationaux ont sillonné la ville en quête de nouvelles. Je connais Lumumba, disait M. Kalonji, entouré de toute son équipe du gouvernement du Kasaï. Il se défendra, mais maintenant, nous tenons la victoire. Ce matin, les vendeurs de journaux faisaient fortune dans les rues d'Elisabethville. Les quotidiens annonçaient en gros titre la destitution de M. Lumumba comme la fin d'un cauchemar. Les ministres ont tenu séance toute la matinée. Et à l'instant même, le président Tshombe vient de quitter le Conseil pour commenter la situation devant les caméras, les flashs et les micros des reporters. La révocation de Lumumba par le président Kasavubu est parfaitement constitutionnelle. Ceci confirme ce que je vous ai déjà déclaré maintes fois, à savoir que le gouvernement Lumumba ne jouissait plus d'aucune majorité parlementaire. Ayant été révoqué dans les formes légales par le chef de l'État, Lumumba, en ne se soumettant pas à sa destitution, est entré en conflit ouvert avec les autorités constituées. Ces 3 déclarations successives à la radio n'ont fait qu'aggraver sa prise de position insurrectionnelle. Tant sur le plan international que sur le plan national, Lumumba n'a plus aucun titre à l'exercice du pouvoir. Le mythe de la légalité du gouvernement Lumumba s'est enfin évanoui. En destituant le chef de l'État et en le proclamant traître à la patrie, Lumumba s'est mis au banc de la nation. La convocation des chambres, qui n'a plus aucun droit de réunir et qui ne fait, en tout cas, dans l'impossibilité d'atteindre les quorums légal, n'a aucune valeur. Quant à son appel à la constitution d'un gouvernement populaire, il a du moins le mérite de dévoiler, sans aucun doute possible, l'objectif communiste de toute la politique lumumbiste des 2 derniers mois. Lumumba a dû jeter les masques. L'ONU, attaché jusqu'ici à la défense d'une légalité apparente, mais que l'on ne savait pas purement formelle et fictive, ne peut que se rallier à la constitutionnalité indéniable de la décision du président Kasavubu, soutenu d'ailleurs par le Sénat, agissant, lui, en pleine légalité. Lumumba n'est plus, désormais, qu'un usurpateur. Il devrait être traduit devant une haute cour de justice pour répondre des crimes qu'il a perpétrés depuis 2 mois contre le peuple de la communauté congolaise. Je lance un nouvel appel à tous les leaders politiques congolais, libres, et il me paraît urgent qu'ils se réunissent en une conférence d'entente. À mon sens, cette conférence devrait jeter les bases de nouvelles institutions répondant aux aspirations foncières du peuple congolais. Je ne vois d'avenir que dans une confédération des États-Unis du Congo respectant les diversités des ethnies et des économies. Cette situation semble aussi réjouir les colons belges et les grandes puissances occidentales qui n'ont finalement pas eu besoin de poison ou de tueurs pour en finir avec Patrice Lumumba. Mais ils ignorent qu'il n'a pas dit son dernier mot, qu'il a encore plusieurs cartouches dans son arme et qu'il bénéficie de quelques soutiens importants tant dans le pays que sur le plan international. Les semaines et les mois qui vont suivre risquent d'être très très chauds, très très mouvementés et très difficiles pour le Congo. Et le président Joseph Kasavubu n'est pas prêt non plus à courber l'échine devant Patrice Lumumba qui conteste sa légitimité. Nous en parlerons dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée au président Joseph Kasavubu. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Joséphine, Yokelanga, Kebana Kokonda Pamba Pona Yoe. Sarah Sako, Delphine Michaud, Fougouyen et Alain Foka, nous vous souhaitons encore une fois une bonne et heureuse année 2010. Restez à l'écoute de Radio France Internationale. Kebana Kokonda Pamba Pona Yoe. Joséphine, Yokelanga, Kerimonte Maman Baby na Biboma. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et chers frères, j'ai hâte de vous dire qu'après les graves troubles qu'il a subis, le cœur de l'Afrique reprend son rythme et recommence à battre à une cadence de plus en plus normale. Cinq jours seulement après la proclamation de l'indépendance de la République du Congo, le jeune État entre dans une violente crise. Une crise qui commence par une mutinerie au sein de l'armée nationale et qui, très rapidement, avec l'intervention des troupes belges, qui n'ont même pas demandé l'autorisation des nouveaux dirigeants, va se transformer en un face-à-face entre le gouvernement central congolais et la Belgique. Une opposition, une tension qui installe un véritable chaos sur l'ensemble du territoire et que vont exploiter Moïse Tshombe et Albert Kalonji, les leaders sécessionnistes du Katanga et du Sud Kasaï, pour proclamer à leur tour l'indépendance de leur province. En moins d'un mois, la jeune république est déjà en train de connaître la partition, la division. Une situation que ne peut accepter le président Joseph Kasavubu, qui fait bloc avec son premier ministre Patrice Lumumba. Suite de notre série consacrée à ce personnage, qui fut le premier à demander dès les années 1950 l'indépendance immédiate du Congo. Alors que les plus optimistes à cette date, à Bruxelles, ne l'envisageaient pas avant une trentaine d'années. Joseph Kasavubu qui allait devenir le premier chef de l'État de la jeune nation. Si, dans un premier temps, après la proclamation de l'indépendance, Joseph Kasavubu fait bloc, partage le souci de Patrice Lumumba de sauvegarder l'unité du Congo, il n'approuve pas pour autant ses méthodes, notamment sa décision de faire appel aux forces soviétiques après que les Nations Unies aient carrément refusé d'aider le gouvernement central à reconquérir les territoires qui ont fait sécession. Mais ce qu'il accepte encore moins, ce qu'il ne peut tolérer plus longtemps, ce sont les exactions, les brutalités commises par l'armée nationale congolaise sur les populations lors de la reconquête du Katanga. On parle même de génocide. L'entente, l'unité au sommet de l'État est en train de se fissurer. Mais le président Joseph Kasavubu, contrairement à ses partisans de la BACO, continue d'afficher l'unité avec son premier ministre, Patrice Lumumba. Pourtant, sur le terrain, le fossé se creuse chaque jour davantage en ce début de mois de septembre 1960. On dénombre de plus en plus d'affrontements entre les partisans de l'un et de l'autre, avec des déclarations d'intention de plus en plus éloignées, notamment des proches du président qui ne font plus mystère de leur projet fédéraliste. Midi Actualité, une émission de Maurice Hutin et Paul-Louis Mignon. Midi et Actualité vous est présenté aujourd'hui par François Delagrange. En ce moment, Monsieur H vole vers Léopoldville où la fièvre monte un peu plus chaque jour. Hier, les partisans de Monsieur Lumumba et de Monsieur Kasavubu en sont venus aux mains. On disait même que Monsieur Lumumba avait été blessé. Qu'en est-il exactement? Que s'est-il passé? Je pense que Jean-Pierre David, notre correspondant à Brazzaville, est en ligne et qu'il nous entend. Bien, ce qui s'est passé au juste, c'est assez difficile à dire, étant donné que plusieurs journalistes qui avaient tenté de s'approcher ont été molestés par la police congolaise, qu'on sentait particulièrement nerveuse. En tout cas, vous savez qu'en fin de matinée, Patrice Lumumba, le Premier ministre congolais, avait fait une déclaration devant la presse dans laquelle il avait annoncé que jusqu'ici le gouvernement avait été tolérant, mais que la liberté d'expression avait des limites. Et il ajoutait « la sécession est illégale et désormais nous intégrerons qu'on bafoue l'autorité du gouvernement central ». Eh bien, il semble que les opérations d'hier soient en fait le début d'une campagne pour étouffer dans l'œuf les mouvements séparatistes qui n'ont cessé de se développer pendant l'absence du Premier ministre. Il est vraisemblable d'ailleurs que la seule présence de nombreux journalistes de la presse internationale a empêché la police de malmener le président du Sénat, M. Iléo. Quant au siège de la BACO, les choses ont beaucoup plus mal tourné. L'opération d'intimidation de la police présidentielle a failli en fait dégénérer en massacre. D'ailleurs, on avait probablement un peu
considérer à la légère le fait que le siège de la BACO se trouve en plein quartier Bakongo. Enfin, toujours est-il que les policiers n'ont réussi à dégager M. Lumumba, qui était venu voir ce qui se passait, qu'en ouvrant le feu sur la foule. Vous savez ce qu'il en est résulté. Il y a eu 27 blessés, dont plusieurs graves parmi la foule, et 7 blessés chez les policiers. Oui, vous disiez que M. Lumumba voulait étouffer dans l'œuf les mouvements autonomistes. Oui. Pensez-vous qu'il y ait pour lui vraiment un grave danger? En tout cas, une chose est certaine, c'est que pendant son absence, de nombreuses prises de position ont été faites, tant par M. Kalonji que par M. Diomi, qui est le second du président de la République, M. Kasavubu, qui est le président de la République, comme je vous le disais donc. Et par exemple, hier, M. Iléo, qui est le président du Sénat, tenait une conférence de presse dont le thème était le suivant: il n'y a pas un peuple congolais, mais plusieurs, et la Confédération est la structure politique la seule qui soit viable au Congo. Et c'est pour essayer d'interrompre cette conférence de presse que la police est intervenue. Il est incontestable que depuis toujours, l'ABACO s'est présenté sous des aspects autonomistes. Maintenant, tant que le président de la République, M. Kasavubu, ne prendra pas position contre M. Lumumba, personne ne permet de dire que l'ABACO soit suffisamment fort pour faire sécession, provoquer une sécession et quitter le gouvernement central. Il y a une dernière question que je voudrais poser. Oui. On connaît la position de M. Kasavubu d'avant la proclamation de l'indépendance. Oui. On sait que M. Kasavubu est confédéral. Oui. Et puis, il y a eu la grande réconciliation Kasavubu-Lumumba. Oui. Il a suffi que M. Lumumba parte en voyage pour que, je dirais de façon occulte, M. Kasavubu autorise son ABACO à se proclamer confédéral. M. Lumumba est rentré. Voulez-vous me dire quelle est la nature de l'emprise de M. Lumumba sur M. Kasavubu et pourquoi cette emprise est-elle si forte? Pouvez-vous répondre, entendons-nous? Non, je ne peux pas répondre, car là aussi je vous dirais que c'est la question que tout le monde se pose. Maintenant, je vous confirme une fois de plus... Oui, mais que nous nous posions la question à Paris, moi je veux bien, nous sommes à des milliers de kilomètres de distance, mais que vous vous posiez la question là-bas, vous pourriez quand même la résoudre, à moins que vous ne puissiez. Non, vous me comprenez? Nous ne pouvons pas répondre, étant donné que M. Kasavubu, même depuis le retour de M. Lumumba, a toujours déclaré qu'il restait aux côtés de M. Lumumba, qu'il avait prêté serment et qu'il n'avait aucunement l'intention de revenir sur sa position, que d'ailleurs il ne le pouvait pas. Oui, peut-être d'ailleurs fait-il agir M. Iléo en ces lieux et places. Eh bien, tenons-nous-en aux prises de position officielles. Même si le président Kasavubu continue de dire son attachement à la Constitution, sa fidélité au gouvernement central, les relations avec Patrice Lumumba ne sont plus les mêmes. Elles se sont considérablement dégradées. Une faille dans le système, une brèche que va exploiter l'ambassadeur des États-Unis Claire Timberlake pour convaincre le président de la République de se débarrasser de son encombrant allié Patrice Lumumba. Le 5 septembre 1960, Joseph Kasavubu se rend à Radio Léopoldville. Il est un peu plus de 20h et la radio diffuse un cours d'anglais. À 20h15, l'émission est interrompue. Le chef de l'État va s'adresser à la nation. Voici des précisions sur l'ordonnance que j'ai signée hier soir à 19h et qui a été contresignée par 2 ministres. Article 1er. Monsieur Lumumba Patrice, membre de la Chambre des représentants, est révoqué de ses fonctions de Premier ministre et de toutes ses autres fonctions ministérielles. Article 2. Monsieur Mwamba Rémi, Guéboué Christophe, Kachamura Anissé, Bolamba Antoine et Lumala Jacques sont révoqués de leurs fonctions, respectivement de ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Information, secrétaire d'État à l'Information et secrétaire d'État près le Premier ministre. Article 3. Monsieur Iléo Joseph, sénateur, est nommé Premier ministre, ministre de la Défense nationale,
et ministre de la Justice. Cette décision va faire l'effet d'une bombe dans le pays. Surtout que le président Joseph Kasavubu n'a pas prévenu Patrice Lumumba de sa décision de le révoquer. C'est donc à la radio que le Premier ministre apprend qu'il vient d'être démis de ses fonctions. Patrice Lumumba, fidèle à sa réputation de battant, va réagir en convoquant d'abord un conseil des ministres qui le maintient à son poste. Il révoque à son tour le président Joseph Kasavubu. En ces termes, « Monsieur Kasavubu nous a trahis. Nous l'avons élu chef d'État alors qu'il ne devait pas l'être. Parce que nous pensions que c'était un frère. Il n'est plus aujourd'hui chef d'État. C'est le gouvernement qui assume souverainement les prérogatives de notre République. » Patrice Lumumba, qui a fait adopter par le Parlement une motion qui le maintient au pouvoir, demande à ses troupes basées à Stanleyville et au Kasaï de décoller pour Léopoldville. Mais la Chambre des députés réunie à Léopoldville a pris la décision imprévue d'annuler purement et simplement les deux déclarations faites lundi par le président de la République et par le Premier ministre et de désigner une commission des sages pour résoudre le conflit. M. Lumumba avait prononcé un discours où il avait déclaré que la chute de son gouvernement signifierait la guerre civile et l'éclatement du Congo, voulu, disait-il, par les impérialistes. Il avait également violemment attaqué les Nations Unies et M. Kasavubu. Le compte-rendu de l'agence France-Presse donne même l'impression qu'en fait, c'est le Premier ministre qui l'aurait emporté devant la Chambre. Quant à M. Kasavubu, qui n'était pas au Parlement puisqu'il ne sort pas de sa résidence personnelle où il est sous la garde des casques bleus ghanéens, on ignore toute son attitude en présence du vote. Le Sénat, dont le président, M. Iléo, avait été désigné par M. Kasavubu pour former le nouveau gouvernement, a refusé de siéger avec la Chambre et on ne sait pas non plus jusqu'à présent quelle position il a prise. M. Kasavubu avait trouvé 2 ministres pour contresigner la révocation de M. Lumumba et de 4 autres ministres. Il avait fait lancer un mandat de comparution contre M. Lumumba et 5 autres ministres par le procureur général d'Élisabethville qui l'avait mandé à Léopoldville pour la circonstance. Du côté Lumumba, on avait réclamé auprès de M. Cordier, représentant de M. Hammarskjöld, l'évacuation immédiate des aérodromes occupés par les forces des Nations Unies et des studios de la radio de Léopoldville. Certains disaient que ces studios avaient été réoccupés par les partisans de Lumumba, mais en tout cas, les émissions n'ont pas repris. M. Lumumba avait également demandé une aide militaire immédiate aux États indépendants d'Afrique, y compris, si possible, l'envoi d'avions. On avait parlé également dans l'entourage de M. Lumumba d'en appeler au Conseil de sécurité. Il est remarquable à ce propos que si la décision des Nations Unies au sujet de la fermeture des aérodromes et de la radio de Léopoldville a valu aux dirigeants de l'ONU une violente attaque de Radio Moscou, aucune démarche officielle n'a été faite par le gouvernement soviétique pour la réunion du Conseil. À ce moment-là, en ces débuts du mois de septembre 1960, c'est l'impasse. On ne sait plus qui gouverne au Congo. Qui ont constitué sa majorité lors du vote d'investiture, ces partenaires se sont un peu évanouis. Par exemple, ce matin, il n'a pas parlé du PNP, du Parti National du Progrès, n'est-ce pas? Et il a simplement cité le MNC Lumumba, naturellement, oui, le Parti Solidaire Africain et le CEREA. Le CEREA, pour vous citer cet exemple, est le parti de M. Kachamura, ministre de l'Information, qui, depuis quelque temps, est bien dans l'ombre. En somme, la majorité dont parle M. Lumumba paraît assez inconsistante. C'est une majorité, je crois, extrêmement discutable, d'autant plus que le PSA, c'est-à-dire le Parti Solidaire Africain, a 2 leaders. L'un, M. Bidenga, qui est de tendance communiste, qui est très connu, c'est le vice-président du gouvernement, et l'autre, M. Kamitatou, qui est beaucoup plus modéré, et le PSA est très susceptible d'éclater entre 2 ailes opposées. Juridiquement, à ce moment précis, en ce début septembre 1965, la situation institutionnelle est bloquée. Le président Joseph Kasavubu va à son tour remonter au créneau. Il dissout le Parlement qui avait annulé la révocation du Premier ministre. Monsieur Lumumba Patrice, membre de la Chambre des représentants, est révoqué de ses fonctions de Premier ministre et de toutes ses autres fonctions ministérielles. Cependant,
M. Lumumba révoqué et son pouvoir s'est permis de forcer l'entrée de notre radiodiffusion nationale. Et par 2 fois hier soir, de proférer des discours délirants, appelant la population à se soulever contre le pouvoir établi légalement. Chacun interprète la Constitution à sa manière et chacun écrit à l'ONU pour qu'elle veille au respect des institutions. Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, qui n'est plus vraiment dans la neutralité, semble préférer la stratégie du silence. Cette situation insurrectionnelle, ce chaos réjouit bien sûr les adversaires de Patrice Lumumba, à l'instar de Moïse Tshombe, le leader katangais. La révocation de Lumumba par le président Kasavubu est parfaitement constitutionnelle. Ceci confirme ce que je vous ai déjà déclaré maintes fois, à savoir que le gouvernement Lumumba ne jouissait plus d'aucune majorité parlementaire. Ayant été révoqué dans les formes légales par le chef de l'État, Lumumba, en ne se soumettant pas à sa destitution, est entré en conflit ouvert avec les autorités constituées. Ces 3 déclarations successives à la radio n'ont fait qu'aggraver sa prise de position insurrectionnelle. Tant sur le plan international que sur le plan national, Lumumba n'a plus aucun titre à l'exercice du pouvoir. Le mythe de la légalité du gouvernement Lumumba s'est enfin évanoui. En destituant le chef de l'État et en le proclamant traître à la patrie, Lumumba s'est mis au banc de la nation. La convocation des chambres, qui n'a plus aucun droit de réunir et qui ne fait, en tout cas, dans l'impossibilité d'atteindre les quorums légal, n'a aucune valeur. Quant à son appel à la constitution d'un gouvernement populaire, il a du moins le mérite de dévoiler, sans aucun doute possible, l'objectif communiste de toute la politique lumumbiste des 2 derniers mois. Lumumba a dû jeter le masque. L'ONU ne peut que se rallier à la constitutionnalité indéniable de la décision du président Kasavubu, soutenue d'ailleurs par le Sénat, agissant, lui, en pleine légalité. Lumumba n'est plus désormais qu'un usurpateur. Il devrait être traduit devant une haute cour de justice pour répondre des crimes qu'il a perpétrés depuis 2 mois contre le peuple de la communauté congolaise. Je lance un nouvel appel à tous les leaders politiques congolais libres et il me paraît urgent qu'ils se réunissent en une conférence d'entente. À mon sens, cette conférence devrait jeter les bases de nouvelles institutions répondant aux aspirations foncières du peuple congolais. Je ne vois d'avenir que dans une confédération des États-Unis du Congo respectant les diversités des ethnies et des économies. Dans le milieu colonial aussi, l'on se réjouit de ce que l'on considère déjà comme la preuve que le Congo n'était pas prêt, n'était pas mûr pour l'indépendance. Les différents médias, notamment belges et même français, vont alors se lancer dans de violentes attaques verbales vis-à-vis des leaders congolais. Les clichés les plus détestables et les portraits les plus fous, avec des éléments complètement faux, vont alors alimenter les commentaires des journalistes qui sont désormais très très loin de la neutralité. Ainsi, on va par exemple trouver à Joseph Kasavubu, qui n'a jamais eu de parenté asiatique, un père chinois. Vous savez, notre village a été l'objet de diabolisation avant l'indépendance. D'abord parce que le président Joseph Kasavubu faisait déjà preuve d'autonomie, de libre pensée, et on a dû mener les enquêtes un peu génétiques. On a fait l'arbre généalogique de tous nos parents, parce que la peau du président Kasavubu était très claire. Et il n'est pas chinois, il n'a jamais été chinois. Mais par contre, nous avons fait des études nous-mêmes, en tant que chercheurs médecins. Dans ce village, il y a eu quelques mutations. Les gènes qui donnent quelques maladies de surdité. Et le même gène se retrouve en Israël et en Chine. Il n'a pas de parents chinois. Donc, et cela a été exploité par les Belges autour de 1960 pour dire aux Congolais que le président Kasavubu était chinois et qu'il ne devait pas être le chef
des Bas-Congo pour conquérir l'indépendance. Donc, il n'est pas chinois. Mais ce n'est pas tout. Bamboko. Monsieur Bamboko, lui, est beaucoup plus jeune. Il a 32 ans. C'est un garçon jovial. Il est fiancé à une Belge très blonde et il possède de très nombreux amis dans les cercles libéraux de Bruxelles. Et il faut dire qu'il a fallu beaucoup de courage à monsieur Bamboko ces temps derniers, car c'est lui tout d'abord qui avait fait appel aux Nations Unies pour demander leur assistance militaire technique, ce qui se distingue de la plainte en agression de monsieur Lumumba. Et M. Bamboko n'a pas hésité à courir littéralement dans les rues de Léopoldville pour essayer de calmer les mutins, et on lui doit, les Belges lui doivent, la vie de plusieurs de leurs ressortissants. M. Bamboko n'a pas seulement fait acte de courage physique dans la rue devant les mutins manifestants, il a fait également acte de courage moral, car c'est lui qui est le chef de la tendance qu'on appelle modérée au sein du cabinet congolais. La tendance modérée qui veut continuer de coopérer avec la Belgique, qui veut continuer de coopérer avec l'Ouest, car il sent très bien que M. Lumumba, qui a suivi pendant un certain temps les cours de la fameuse école de Prague, il sent très bien que M. Lumumba et ses ultimatums récents, ses appels à la Russie, après les ultimatums à la Belgique, si vous ne partez pas dans les 24 heures, je fais appel aux Russes, eh bien, ces ultimatums donne exactement la mesure des tendances de M. Lumumba que semblerait partager en ce moment-ci M. Kasavubu. Bamboko est marié à une femme belge bien blonde. C'est donc un homme plus civilisé, avec de nombreuses relations à Bruxelles. C'est forcément un homme bien, n'est-ce pas? Il est parfois difficile d'écouter les commentaires de certains confrères des Lépo qui étaient, il faut le reconnaître, plus des agents de leur pays que des journalistes, tant ils étaient loin de la neutralité. Enfin. Au moment où l'opposition entre Patrice Lumumba et son président Joseph Kasavubu atteint son apogée, les États-Unis d'Amérique décident d'intervenir dans la crise à travers les forces de l'ONU. Andrew Cordier, un simple citoyen américain représentant l'ONU à Léopoldville, ordonne aux casques bleus de fermer tous les aéroports et de s'emparer de toutes les stations de radio. Le président américain va même approuver devant l'Assemblée générale des Nations unies le forfait d'Andrew Cordier. Et en prime, il promet l'augmentation de la subvention dévolue à la mission des Nations unies au Congo. La riposte militaire de Patrice Lumumba est dès cet instant vouée à l'échec. Il est isolé, mais surtout muselé. Tandis que Joseph Kasavubu et Moïse Tshombe s'adressent à l'opinion à travers les ondes de Radio Brazzaville et de Radio Elisabethville, ce sont les troupes du colonel Ankra qui interdisent à Lumumba l'accès à Radio Léopoldville. Nouveau coup de théâtre spectaculaire au Congo ex-belge. Au cours de cette crise qui en a connu pourtant bien d'autres depuis plus de 2 mois. Alors que le nouveau gouvernement IEO venait d'être formé, que par décision du chef de l'État, M. Kasavubu, les collaborateurs immédiats de M. Lumumba étaient les uns après les autres destitués, que la radio échappait entièrement depuis près de 8 jours à son contrôle et que son arrestation avait été décidée puis exécutée avant-hier après des jours et des jours d'hésitation, que les observateurs les plus réservés, en un mot, donnaient M. Kasavubu gagnant à 5 contre 1, M. Patrice Lumumba vient de réussir un de ces renversements ahurissants dont il détient le secret. Mais écoutez plutôt. Vous n'avez qu'un seul gouvernement, qu'un je dirige avec la volonté de la nation et du Parlement, et qui défend vos intérêts avec énergie. Militaires, je vous félicite de votre fidélité au gouvernement. Restez unis et solidaires. Faites régner la discipline parmi vous. N'acceptez jamais que l'on vous divise. Vous êtes tous au service de la nation et non au service des individus ou des gens de votre tribu. En tant que votre ministre de la Défense nationale, je vous donne un ordre. C'est de vous mettre corps et âme au service de votre peuple, de votre chère République. La victoire est à vous. Nous avons conquis notre indépendance pour vivre comme des citoyens libres et errés. Nous avons conquis notre indépendance pour jouir pleinement de nos droits et de notre liberté. Les ennemis de notre indépendance guettent nos gestes et nos actes.
Cette dernière tentative consiste à placer le Congo, votre patrie, sous une nouvelle domination, sous une tutelle internationale. Et c'est là l'objectif que vous avez poursuivi en libérant ce pays? Je pense que non. Et si la réponse est négative, nous devons réaliser les dangers qui menacent aujourd'hui notre nation et notre République. Et nous devons nous unir aujourd'hui. Vive la République du Congo, vive le vaillant peuple congolais dans sa lutte décisive pour la libération totale et complète de notre nation. Arrive alors un troisième larron qui saisit Maître Ali Boron, pour reprendre la fable de La Fontaine. Le 14 septembre 1960, c'est le coup de force qui va mettre un terme à l'opposition entre les deux leaders, qui va neutraliser les deux protagonistes. Mais l'auteur n'est pas un étranger au régime. Ce n'est pas non plus un des leaders sécessionnistes ou fédéralistes qui s'agitaient dans les meetings et les mouvements populaires. Nous vous donnons rendez-vous pour en parler dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée au président Joseph Kasavubu. À tout à l'heure. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique à la FOCA. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je rends un vibrant hommage au gouvernement qui se retire aujourd'hui pour son programme remarquable, programme économique et social, et qu'il a réalisé dans tous les domaines. J'invite au nouveau gouvernement de poursuivre ce programme économique et social. Après avoir été l'un des leaders de la lutte pour l'accession à la souveraineté internationale de son pays, après avoir été le premier à réclamer dès les années 1950 l'indépendance immédiate du Congo, Joseph Kasavubu, qui a été fait président de la République, est confronté quelques jours seulement après la proclamation de la libération officielle de la jeune nation à une grave crise interne qui l'oppose désormais à son premier ministre, Patrice Lumumba. Joseph Kasavubu, dans une allocution radiodiffusée, a destitué son premier ministre Patrice Lumumba et a nommé à sa place Joseph Iléo. Patrice Lumumba, opposé à cette décision, a réuni un mini-conseil des ministres pour destituer à son tour le président de la République. C'est l'impasse. Au début donc de ce mois de septembre 1960, le Congo traverse l'une des plus graves crises politiques de son histoire. On ne sait plus qui gouverne à Léopoldville. Et dans le reste du pays, les plus importants leaders sécessionnistes comme Moïse Tshombe au Katanga ou encore Albert Kalonji au sud Kasaï en ont profité pour proclamer l'indépendance de leur province. Le Congo unitaire est en train de voler en éclats. À la grande satisfaction des colons belges et même de l'administration à Bruxelles, qui n'avait pas manifesté beaucoup d'enthousiasme au moment de l'accession de la jeune nation à l'indépendance. À Washington également, l'on se réjouit des difficultés, de l'impasse dans laquelle se trouve Patrice Lumumba, qui a osé faire appel aux forces soviétiques pour reconquérir le Katanga et le Kasaï. Une dérive communiste qu'il faut absolument sanctionner. Et cela, le président Joseph Kasavubu l'a bien compris. Suite de notre série consacrée à ce tribun discret qui fut l'un des principaux militants nationalistes congolais et qui, malgré l'oubli de nombreux manuels d'histoire, fut le premier président de la République du Congo qu'il a dirigé qu'à un cas pendant près de 5 ans. Mais la Chambre des députés réunie à Léopoldville a pris la décision imprévue d'annuler purement et simplement les deux déclarations faites lundi par le président de la République et par le Premier ministre et de désigner une commission des sages pour résoudre le conflit. M. Lumumba avait prononcé un discours où il avait déclaré que la chute de son gouvernement signifierait la guerre civile et l'éclatement du Congo, voulu, disait-il, par les impérialistes. Il avait également violemment attaqué les Nations Unies et M. Kasavubu. Le compte-rendu de l'agence France-Presse donne même l'impression qu'en fait, c'est le Premier ministre qui l'aurait emporté devant la Chambre.
Quant à M. Kasavubu, qui n'était pas au Parlement puisqu'il ne sort pas de sa résidence personnelle, on ignore toute son attitude en présence du vote. Le Sénat, dont le président M. Ileo avait été désigné par M. Kasavubu pour former le nouveau gouvernement, a refusé de siéger avec la Chambre et on ne sait pas non plus jusqu'à présent quelle position il a prise. M. Kasavubu avait trouvé 2 ministres pour contresigner la révocation de M. Lumumba et 4 autres ministres. Il avait fait lancer un mandat de comparution contre M. Lumumba et 5 autres ministres par le procureur général d'Élisabethville qu'il avait mandé à Léopoldville pour la circonstance. Du côté Lumumba, on avait réclamé auprès de M. Cordier, représentant de M. Hammarskjöld, l'évacuation immédiate des aérodromes occupés par les forces des Nations Unies et des studios de la radio de Léopoldville. Certains disaient que ces studios avaient été réoccupés par les partisans de Lumumba, mais en tout cas, les émissions n'ont pas repris. M. Lumumba avait également demandé une aide militaire immédiate aux États indépendants d'Afrique, y compris, si possible, l'envoi d'avions. On avait parlé également dans l'entourage de M. Lumumba d'en appeler au Conseil de sécurité. Il est remarquable à ce propos que si la décision des Nations Unies au sujet de la fermeture des aérodromes et de la radio de Léopoldville a valu aux dirigeants de l'ONU une violente attaque de Radio Moscou, aucune démarche officielle n'a été faite par le gouvernement soviétique pour la réunion du Conseil. On vit depuis quelques jours, depuis le 5 septembre 1960 exactement, une situation de blocage où personne ne sait exactement qui gouverne au Congo. Le président de la République et son premier ministre se disputent la légitimité du pouvoir. L'ONU et la Belgique, même si elles ont une préférence pour Joseph Kasavubu, ne veulent pas prendre l'initiative directe de renverser Patrice Lumumba qu'elles accusent de communisme. C'est dans ces circonstances qu'intervient un troisième personnage, le chef d'état-major des armées, ancien secrétaire particulier de Patrice Lumumba, le colonel Joseph Désiré Mobutu, le seul homme qui à ce moment tient l'unique corps organisé du pays, l'armée nationale congolaise. Devant le chaos politique, devant les rivalités personnelles qui se doublent de fortes oppositions entre l'Est acquis à Lumumba et l'Ouest à Kasavubu, il arrive comme dans la fable de La Fontaine, un troisième larron et saisit maître Ali Boron. Il confisque le pouvoir et neutralise les dirigeants. Nous sommes le 14 septembre 1960. Allô, allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Comme chacun pourra dès demain s'en rendre compte, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Mobutu, qui prend le pouvoir, n'adhère pas pour autant à la thèse sécessionniste à laquelle est attaché le président Joseph Kasavubu. Au contraire, il va mettre en place un collège de commissaires généraux constitué de jeunes universitaires, parmi lesquels Bomboko, Étienne Tshisekedi, Marcel Liyo, Jonas Mukamba et bien d'autres. Mais Mobutu est en réalité le maître du jeu. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Un et indivisible, mais pas avec les deux leaders qui conduisaient le pays jusque-là, même si le colonel Mobutu se défend de vouloir garder le pouvoir. Le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content. Comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Cette neutralisation des institutions et de ceux qui gouvernaient n'est en réalité rigoureuse que contre Patrice Lumumba, assigné à résidence à partir du 10 octobre 1960 à ses bureaux. Le président Joseph Kasavubu, lui, de son côté, va garder toute sa liberté de mouvement. Patrice Lumumba, qui ne s'avoue pas vaincu, va continuer à recevoir ses ministres alors que, dans le même temps, le gouvernement des universitaires, protégé par le colonel Mobutu, dirige le pays sous la conduite de Joseph Kasavubu. Et nous apprenons aussi, le jeune, qu'un nouvel attentat a eu lieu contre le colonel Mobutu. C'est un autre colonel, mais de gendarmerie cette fois, qui aurait essayé de l'assassiner. D'autre part, le colonel Mobutu a fait occuper ce matin par ses soldats les édifices administratifs de Léopoldville pour y installer le conseil des commissaires généraux formé par de jeunes universitaires congolais à qui le colonel Mobutu a décidé de confier l'administration du pays en déclarant que désormais il avait rempli la mission qu'il s'était assignée.
M. Momboko, qui était ministre des Affaires étrangères, présidera ce conseil universitaire. Et M. Lumumba va-t-il partir pour New York, comme il en avait exprimé l'intention, pour assister à l'Assemblée des Nations Unies? Tout est possible, bien sûr, mais cela ne paraît pas probable, car le colonel Mobutu a donné l'ordre d'arrêter M. Lumumba s'il essayait de prendre l'avion. D'ailleurs, le bruit court à Léopoldville que le président Kasavubu a lancé un nouveau mandat d'arrêt contre M. Lumumba. Ce n'est jamais que le 3e, et il ne semble pas qu'il ait de meilleures chances d'être exécuté que les 2 autres. Dans cet imbroglio, on comprend aisément les hésitations des gendarmes congolais. Mais toujours à propos du Congo, une nouvelle un peu plus fantaisiste et même assez ahurissante, Pierre Lurzik. Oui, le mot n'est pas trop fort. En effet, un soldat de l'ONU en faction aux abords de la jungle distingue au crépuscule une silhouette qu'il croit reconnaître et se dit « Tiens, c'est mon officier ». Erreur profonde, c'était un gorille qui se jette sauvagement sur le soldat, lui prend son fusil et disparaît dans la forêt profonde. Mais oui, c'est ça, le pauvre soldat est mort de saisissement. Au lendemain du putsch perpétré par Mobutu, Patrice Lumumba se rend au camp Léopold pour essayer de rallier les militaires à sa cause. Mais il va éviter de justesse le lynchage parce que certains soldats Baluba le tiennent toujours pour responsable des massacres perpétrés par l'armée nationale congolaise dans la reconquête du Katanga. C'est de justesse donc, et grâce à l'intervention des forces ghanéennes de la MONUC, qu'il aura la vie sauve. Kasavubu, furieux à la fois contre Mobutu qui n'a toujours pas arrêté Lumumba et contre l'officier ghanéen Dayal, le responsable des forces des Nations Unies, qui a ramené l'ex-premier ministre chez lui plutôt que de le remettre à l'armée nationale congolaise, va renforcer le dispositif sécuritaire à la résidence de Lumumba, qui sert en même temps de bureau au premier ministre déchu. C'est le début des tracasseries pour Patrice Lumumba, qui est coupé de tous ses soutiens à Léopoldville et de sa base du Nord. En effet, le chef du gouvernement congolais, destitué une première fois par M. Kasavubu, une seconde fois hier par le colonel Mobutu, s'est réfugié dans sa résidence que cernent plusieurs jeeps et des soldats congolais et ghanéens. Plusieurs dizaines de ses collaborateurs ont été arrêtés. Par contre, le président de la République, M. Kasavubu, déploie beaucoup d'activités et reçoit de nombreuses personnalités du pays. Les troupes fidèles au colonel Mobutu surveillent de près les 2 aérodromes de Léopoldville afin, semble-t-il, d'empêcher une éventuelle fuite de M. Lumumba qui aurait l'intention de rejoindre les membres de sa tribu à Stanleyville, bien qu'il paraisse disposer encore de certains soutiens politiques et militaires. Quant au Parlement, il est consigné, sénateurs et députés n'y ayant plus accès. Il est permis de penser, malgré la confusion dont nous avons parlé et qui se confirme toujours davantage, que ce soir, le colonel Mobutu est le nouvel homme fort du Congo. Ce jeune officier, rappelons-le, entend neutraliser toutes les personnalités, dont l'actualité nous a révélé les noms depuis plus de 2 mois, jusqu'à ce qu'elles se décident à s'entretenir et autant que possible à s'entendre. Le colonel est favorable à M. Kasavubu, président de la République, mais malgré ses activités, celui-ci n'a pas les mains libres davantage que M. Lumumba. Une semaine après cet incident, 2 délégations congolaises quittent Léopoldville pour aller plaider leur cause à la tribune des Nations Unies à New York. Celle du gouvernement Kasavubu et des commissaires généraux, conduite par Justin Marie Bamboko, et celle du gouvernement Lumumba, menée par Thomas Kanza. Sur place aux États-Unis, les 2 délégations sont conduites, tant au Conseil de sécurité qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le siège du Congo, qui avait pourtant été accepté le 20 septembre 1960, va rester vide. Pourtant, la pression en faveur du gouvernement Lumumba est très très forte. Elle est exercée par l'Union soviétique au niveau des grandes puissances et par le Ghana et la Guinée de Sékou Touré pour les pays non alignés. Cette 15e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies est des plus agitées. Même le président soviétique Nikita Khrouchtchev, qui n'y assiste que très rarement, a fait le déplacement. Il est venu entre autres pour appuyer la cause de Lumumba. Les présidents ghanéens Kwame Nkrumah et Sékou Touré exigent dans des discours fleuves et enflammés que la délégation de Lumumba soit accréditée.
Au terme de longues discussions, une résolution prise le 20 septembre 1960 va créer le comité consultatif pour le Congo. Cette commission, créée le 5 novembre et composée de représentants de 15 pays, va se déplacer à Léopoldville pour essayer de réconcilier le président Kasavubu et son ex-premier ministre. Mais le président s'oppose à leur débarquement. Face au forcing diplomatique qu'exercent de plus en plus les nations proches de Lumumba, le président Kasavubu décide de prendre lui-même, d'organiser, de s'impliquer personnellement dans la contre-offensive qu'il va lancer. Aux Nations Unies, lundi, journée congolaise. Les 95 délégués vont ouvrir le débat casse-tête sur le Congo, débat qui jusqu'à présent était resté l'apanage du seul Conseil de sécurité, Georges Panchny. Ce débat promet d'être animé. Les 95 délégués de la Grande Assemblée sont tout aussi divisés que les Congolais eux-mêmes. Il y a les partisans de Lumumba, ceux de Kasavubu, ceux du colonel Mobutu. Il y a les partisans de Léopoldville et ceux d'Elisabethville. Pour leur part, les Belges sont décidés à ouvrir une offensive psychologique aux Nations Unies. Ils veulent réagir contre l'opinion formulée par M. Hammarskjöld et selon laquelle c'est à cause des Belges que le calme n'a pas encore été rétabli au Congo. Pour mener cette offensive, la Belgique envoie à New York son ministre des Affaires étrangères, M. Vigny. Il arrivera demain soir aux États-Unis. Dernière nouvelle, tombée il y a quelques minutes à peine, M. Kasavubu, le président officiel de la République du Congo, a décidé lui aussi de se rendre à New York demain. Toute la question est de savoir s'il affirmera représenter seul son pays ou s'il proposera à l'Assemblée de reconnaître l'équipe gouvernementale du colonel Mobutu. Malgré la fragilité de la situation à Léopoldville, Kasavubu embarque donc le 7 novembre 1960 pour New York. Nonobstant les tentatives des partisans de Lumumba pour le bloquer, Kasavubu va réussir à se frayer finalement une place à la tribune de l'Assemblée générale et à prendre enfin la parole aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité vient à nouveau de tenir une séance de nuit afin d'examiner la situation au Congo. Et la discussion s'est ouverte avec en toile de fond une communication de M. Hammarskjöld. Sa note aux autorités provinciales congolaises s'élève contre la menace proférée contre ceux qui devraient jouir de la protection normale accordée à tous les résidents d'un pays et contre l'ultimatum qui accompagne ces menaces. La note précise encore que la mise en liberté de M. Lumumba n'est pas conforme au mandat et n'est pas du ressort des Nations Unies. Les États-Unis et l'Italie ont prié les États membres de l'ONU de reconnaître sans conteste le caractère constitutionnel du président Kasavubu et de coopérer au maximum avec les Nations Unies afin d'éviter que la situation déjà périlleuse ne puisse plus être maîtrisée. Suivent les orateurs de l'Équateur, de la République arabe unie, de l'Indonésie et du Cameroun, qui séparent également la représentation au Conseil de sécurité en tenant de la thèse soviétique, Indonésie et République arabe unie, et partisans de l'opération des Nations Unies au Congo et du respect à l'égard de M. Kasavubu, Cameroun et Équateur. Ainsi s'est présenté le débat sur le Congo à la lumière des récents événements. Ici la radio des Nations Unies à New York, au micro Robert Nivelle, à vous Paris. Pour Kasavubu, c'est donc la victoire. Sa légitimité vient d'être reconnue. Le 25 novembre 1960, malgré une nouvelle tentative du Ghana pour relancer une autre mission de réconciliation, la délégation conduite par Joseph Kasavubu est finalement acceptée à siéger à l'Assemblée générale. C'est donc en vainqueur que sur le chemin de retour au pays, il effectue une courte escale à Paris. Les réacteurs du Boeing 707 d'Air France Château d'Amboise viennent de se taire. Monsieur Kasavubu est devant moi. Monsieur le Président, nous profitons du court instant que vous passez parmi nous avant de reprendre l'avion en direction de l'Afrique pour vous demander quels enseignements vous ramenez de votre voyage aux États-Unis. Vous aurez appris par les ondes que ma délégation a été admise, n'est-ce pas, assiégée à l'ONU, et que j'ai été bien reçu à New York. Le peuple américain s'est montré très accueillant. Merci, Monsieur le Président. Je me tourne maintenant vers M. Bamboko. Monsieur le ministre, pourrais-je vous demander, à la suite de la déclaration fort sympathique que M. Kasavubu vient de me faire, pourrais-je vous demander à votre tour si vous avez l'impression que votre voyage à New York portera des fruits prochainement? Oui, je suis persuadé que notre voyage à New York portera des fruits, étant donné que maintenant, au moins, on a reconnu la légalité et que c'est dans la légalité que nous allons nous efforcer de résoudre les problèmes congolais.
C'est en vainqueur, légitimé, reconnu par la communauté internationale que le président Joseph Kasavubu effectue son retour le même jour, 25 novembre 1960, à Léopoldville. C'est désormais lui le maître du jeu. Mais le problème Lumumba n'est pas pour autant résolu. L'ex-premier ministre, isolé dans sa résidence, n'a pas dit son dernier mot. Et ses soutiens à travers le monde, notamment dans les nations non alignées, n'ont pas baissé les armes. Le chef d'État qui arrive à Léopoldville doit également faire attention, doit aussi tenir compte des appétits du chef d'état-major de l'armée, Joseph Désiré Mobutu, qui à ce moment-là est le réel homme fort du pays. Va-t-il parvenir à reprendre la main? Va-t-il éviter l'éclatement du Congo avec tous les leaders qui, dans chaque région, veulent prendre leur autonomie? Nous le verrons la semaine prochaine dans la dernière partie de cette série que nous consacrons au président Joseph Kasavubu. La mise en onde de ce magazine était assurée par Roland Kemener, Delphine Michaud, Lucie Bouclou et Alain Foucault. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foucault. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Monsieur Lumumba Patrice, membre de la Chambre des représentants, est révoqué de ses fonctions de Premier ministre et de toutes ses autres fonctions ministérielles. Avec cette décision de révoquer son Premier ministre Patrice Lumumba, le président Joseph Kasavubu vient de franchir une étape décisive dans la crise qui secoue le Congo depuis la proclamation de son indépendance. Ce limogeage met un terme à l'alliance qui permettait encore au gouvernement central de bénéficier d'une légitimité internationale et de faire face à la crise et à la division née quelques jours seulement après la proclamation de souveraineté internationale, à la faveur d'une mutinerie au sein de l'armée nationale congolaise. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Joseph Kasavubu, le premier président de la République du Congo, qui en ce début de mois de septembre 1960, sous la pression de la communauté internationale et de certains de ses collaborateurs qui n'apprécient pas les méthodes de Patrice Lumumba, qui a fait appel aux forces soviétiques pour reconquérir de façon particulièrement violente le Katanga, a choisi de passer à la vitesse supérieure en se débarrassant de son encombrant Premier ministre. Chose que ce dernier, malgré les forces de l'ONU qui soutiennent le président de la République, ne peut accepter. Il révoque à son tour Joseph Kasavubu. Vous n'avez qu'un seul gouvernement, qu'un je dirige avec la volonté de la nation et du Parlement, et qui défend vos intérêts avec énergie. Militaire, je vous félicite de votre fidélité au gouvernement. Restez unis et solidaires. Faites régner la discipline parmi vous. N'acceptez jamais que l'on vous divise. Vous êtes tous au service de la nation et non au service des individus ou des gens de votre tribu. En tant que votre ministre de la Défense nationale, je vous donne un ordre. Et je suis convaincu que vous l'exécuterez comme vous l'avez fait jusqu'ici. C'est de vous mettre corps et âme au service de votre peuple, de votre chère République. La victoire est à vous. Cette sortie inattendue de Patrice Lumumba, qui malgré la prise de Radio Léopoldville par les forces des Nations Unies, est parvenu à passer son message, va placer le pays dans une impasse juridique et constitutionnelle. Joseph Kasavubu. Monsieur Lumumba Patrice, membre de la Chambre des représentants, est révoqué de ses fonctions de Premier ministre et de toutes ses autres fonctions ministérielles. Cependant, M. Lumumba, révoqué, et sans pouvoir, s'est permis de forcer l'entrée de notre radiodiffusion nationale. Et par 2 fois hier soir, de proférer des discours délirants, appelant la population à se soulever contre le pouvoir établi légalement.
Le 14 septembre 1960, devant l'impasse dans laquelle se trouve le pays, le chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, le colonel Joseph Désiré Mobutu, qui à ce moment tient l'unique force organisée du pays, va réagir. Il faut dire qu'il nourrit depuis quelque temps une haine viscérale à Patrice Lumumba. Il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, il pouvait, comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Et Lumumba, à ce moment, a disparu. Oui, c'est cela. Joseph Désiré Mobutu, qui dit aimer l'ordre, va neutraliser les deux protagonistes qui bloquent le fonctionnement de l'État et confier la gestion du pays à un collège de commissaires généraux constitué de jeunes universitaires. Allô, allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, qui vous parle de Léopoldville. Pour sortir le pays de l'impasse, l'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État, les deux gouvernements rivaux en présence, ainsi que les deux chambres législatives, jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Les politiciens pourront ainsi avoir le temps d'essayer de se mettre d'accord afin de mieux servir l'intérêt supérieur de ce pays. Comme chacun pourra dès demain se rendre compte, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. Aucun militaire ne prendra le pouvoir. Nous ferons appel aux techniciens congolais neutres et aux spécialistes étrangers choisis par nous-mêmes pour sauver le pays du chaos. Les graves problèmes sociaux, économiques et financiers qui se posent au Congo, chacun de vous en est conscient. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Que chacun de vous ait sa conscience tranquille et garde son calme. Que chacun de vous aille librement et tranquillement à son travail. L'armée est là pour assurer la sécurité des biens et des personnes. D'ici la fin de cette courte période révolutionnaire, chacun de vous rendra justice à l'armée nationale congolaise qui aura ainsi, je l'espère de tout mon cœur, sauvé l'honneur du Congo et mérité du pays. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Patrice Lumumba est quelque peu surpris par l'attitude de son ex-protégé, le colonel Mobutu. Quel jeu joue, monsieur le colonel Mobutu? Ça a été votre homme de confiance, quand même, Mobutu, non? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Même si le nouvel homme fort se sent désormais plus proche du président Kasavubu qu'il a laissé en liberté, contrairement à Lumumba qui a été assigné à résidence, Mobutu ne partage pas ses thèses sécessionnistes. Le pouvoir n'existait pas, le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était content et doit en être content. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Une semaine après ce putsch de Joseph Désiré Mobutu pour rétablir la légalité, pour retourner à un ordre constitutionnel,
Dans les deux camps, on s'active, on multiplie les contacts, notamment dans le camp du président Joseph Kasavubu, qui jouit d'une plus grande liberté. En effet, le chef du gouvernement congolais, destitué une première fois par M. Kasavubu, une seconde fois hier par le colonel Mobutu, s'est réfugié dans sa résidence que cernent plusieurs jeeps et des soldats congolais et ghanéens. Plusieurs dizaines de ses collaborateurs ont été arrêtés. Par contre, le président de la République, M. Kasavubu, déploie beaucoup d'activités et reçoit de nombreuses personnalités du pays. Ces entretiens se sont déroulés dans la journée à un rythme accéléré. Tout se déroule désormais dans les coulisses sans conférence de presse ni scène de rue. Les troupes fidèles au colonel Mobutu surveillent de près les deux aérodromes de Léopoldville afin, semble-t-il, d'empêcher une éventuelle fuite de M. Lumumba qui aurait l'intention de rejoindre les membres de sa tribu à Stanleyville, bien qu'il paraisse disposer encore de certains soutiens politiques et militaires. Quant au Parlement, il est consigné, sénateurs et députés n'y ayant plus accès. Il est permis de penser, malgré la confusion dont nous avons parlé et qui se confirme toujours davantage, que ce soir, le colonel Mobutu est le nouvel homme fort du Congo. Ce jeune officier, rappelons-le, entend neutraliser toutes les personnalités, dont l'actualité nous a révélé les noms depuis plus de 2 mois, jusqu'à ce qu'elles se décident à s'entretenir et autant que possible à s'entendre. Le colonel est favorable à M. Kasavubu, président de la République, mais malgré ses activités, celui-ci n'a pas les mains libres davantage que M. Lumumba. On en est là. Rien davantage qu'hier n'autorise à prévoir avec certitude les futurs développements de la situation dans le pays. Mais si sur le plan intérieur, Patrice Lumumba semble isolé et affaibli, sur le plan international, le Premier ministre jouit d'un grand soutien, notamment des pays non alignés et des nations panafricaines comme le Ghana de Kwame Nkrumah et la Guinée des Sékou Touré. Il bénéficie aussi de l'appui de l'Union soviétique, notamment du président Nikita Khrouchtchev, qui va même se rendre en personne à la tribune des Nations Unies pour plaider sa cause. Mais les plus actifs restent les nations panafricaines comme le Ghana, un soutien qui évidemment suscite de grosses tensions à Léopoldville, où le chef des forces ghanéennes de l'ONU est perçu comme un soutien actif de Lumumba, ce que n'apprécie guère le colonel Joseph Désiré Mobutu. Sévère engagement cette semaine au Congo. Le colonel Mobutu, bras droit du président Kasavubu, s'était fâché avec le Ghana. Il avait exigé le départ des diplomates ghanéens. On n'avait pas très bien pris l'affaire au sérieux à Léopoldville, où l'on ne sait plus très bien qui a la force ou qui ne l'a pas. Mais les troupes du colonel Mobutu ont pris la mouche. Lundi soir, au crépuscule, elles ont attaqué l'ambassade du Ghana, défendue par des casques bleus tunisiens. On a tiré des milliers de coups de fusil, des kilomètres de bandes de mitrailleuses et même du mortier de 4 pouces et demi. Plus de peur que de mal, heureusement. René Branelec, le lendemain, nous téléphonait. Je suis allé ce matin jusqu'à la villa assiégée, qui se trouve en bordure de la corniche. La maison ne porte aucune trace de balle. Seuls s'aperçoivent sur les routes d'accès des branchages cassés et dans la cour de l'immeuble quelques objets également cassés. Il n'y a plus un Ghanéen dans la villa et l'on n'y voit que quelques Congolais visitant les lieux, en particulier une sorte de garage du rez-de-chaussée où sèchent des flaques de sang sur lesquelles s'abattent les mouches. Une opération militaire qui n'est pas pour calmer les ardeurs de ces nations africaines qui soutiennent le Premier ministre Patrice Lumumba. Et c'est pour répondre à ce forcing diplomatique que le président Joseph Kasavubu embarque en personne pour New York, où il va parvenir par un tour de passe-passe, et avec le soutien de quelques grandes nations, à prendre la parole le 7 novembre 1960 à l'Assemblée générale de l'ONU, où sa délégation avait été conduite quelques semaines plus tôt. Le Conseil de sécurité vient à nouveau de tenir une séance de nuit afin d'examiner la situation au Congo. Et la discussion s'est ouverte avec en toile de fond une communication de M. Hammarskjöld. Sa note aux autorités provinciales congolaises s'élève contre la menace proférée contre ceux qui devraient jouir de la protection normale accordée à tous les résidents d'un pays et contre l'ultimatum qui accompagne ces menaces. La note précise encore que la mise en liberté de M. Lumumba n'est pas conforme au mandat et n'est pas du ressort des Nations Unies. Les États-Unis et l'Italie ont prié les États membres de l'ONU de reconnaître sans conteste le caractère constitutionnel du président Kasavubu et de coopérer au maximum avec les Nations Unies afin d'éviter que la situation déjà périlleuse ne puisse plus être maîtrisée. Suivent les orateurs de l'Équateur, de la République arabe unie, de l'Indonésie et du Cameroun qui séparent également la représentation au Conseil de sécurité en tenant de la thèse soviétique, Indonésie et République arabe unie, et partisans de l'opération des Nations Unies au Congo et du respect à l'égard de M. Kasavubu.
Cameroun et Équateur. Ainsi s'est présenté le débat sur le Congo à la lumière des récents événements. Ici la radio des Nations Unies à New York, au micro Robert Nivelle, à vous Paris. C'est donc en vainqueur, légitimé par la communauté internationale, que le président Joseph Kasavubu repart de New York ce 25 novembre 1960 pour Léopoldville. À son arrivée dans la capitale congolaise, il va s'offrir un véritable bain de foule après un grand tour de ville. De l'autre côté, sur l'autre rive à Brazzaville aussi, on se réjouit de cette décision des Nations Unies qui renforce le président Joseph Kasavubu. Il semble donc par conséquent que M. Kasavubu ait trouvé une large majorité sur le continent africain, même pour soutenir sa légalité, si je puis dire. Et tout à l'heure, le président Youlou, le président du Congo de Brazzaville, rentrant dans sa capitale, a tenu à souligner qu'il avait lui-même approuvé le président Kasavubu. Je me réjouis d'avoir contribué à asseoir la délégation de M. Kasavubu au banc de l'ONU. Étroitement unis, nos pays, je l'espère, œuvreront pour le plus grand bien de tout le monde dans l'ordre et le calme. L'ordre et le calme ne sont malheureusement pas pour tout de suite, semble-t-il, sur les rives du Congo. Fièvre toujours dans les rues de Léopoldville. René Branelec s'y trouve. Il a parcouru les rues de Léopoldville cet après-midi. Cela va un peu mieux, nous dit-il. À vous, Léopoldville. Peu clair encore ce matin, la situation à Léopoldville s'est sensiblement amendée dans l'après-midi. Ce matin, j'avais croisé de nombreux camions bourrés de soldats de l'ONU patrouillant le doigt sur la gâchette de mitrailleuses et de fusils pointés de tous côtés. Cet après-midi, cet appareil guerrier avait à peu près disparu. En fin de matinée, M. Dayal avait conféré avec le général Riki et cette conférence avait été précédée et elle fut suivie de nombreux coups de téléphone avec le colonel Mobutu et le collège des commissaires généraux. Mais c'est au Ghana que l'on en veut et non à l'ONU en général, ont de leur côté affirmé les commissaires généraux. Bref, le vent serait presque à l'optimisme si ce pays étrange ne nous avait habitués à des retournements aussi brusques qu'imprévisibles. Et aussi si l'on entendait de temps à autre des explosions que l'on ne s'explique guère. Ici, Brazzaville, radiodiffusion télévision française, à vous Paris. La victoire diplomatique de Joseph Kasavubu à l'ONU signifie-t-elle que la crise est terminée au Congo ? Certainement pas, si l'on s'en tient à ce commentaire. Patrice Lumumba va-t-il se plier aux décisions, aux résolutions des Nations Unies ? Rien n'est moins sûr. Et puis les autres sécessionnistes, Moïse Tshombe et Albert Kalonji, vont-ils renoncer à leur indépendance ? Rien ne le laisse penser. Joseph Kasavubu a du pain sur la planche. Après que Kasavubu ait été autorisé à siéger à l'ONU, que malgré l'opposition du Ghana, de la Guinée et du Mali, le président ait été reconnu comme le représentant légal, comme le chef de l'État, Patrice Lumumba, qui n'a aucune intention de capituler, comprend qu'il faut changer de stratégie, qu'il faut s'organiser différemment. Pour lui, le moment est venu de rejoindre sa base de Stanleyville pour préparer sa contre-offensive. C'est pourquoi le 27 novembre 1960, soit 2 jours seulement après le retour triomphal de Joseph Kasavubu à Léopoldville, par une soirée de pluie battante vers 22h, il quitte discrètement sa résidence de Léopoldville à la barbe de la garde congolaise et des Nations Unies pour essayer de gagner Stanleyville. Il veut rejoindre les siens pour organiser là-bas, dans son fief du Nord, la résistance. Mais sa fuite qui se transforme en tournée, en campagne, va rapidement prendre fin le 2 décembre 1960. L'armée nationale congolaise, qui a mobilisé tous les moyens et à qui les États-Unis d'Amérique et l'ONU ont prêté d'importants moyens logistiques aériens, ne vont avoir aucun mal à le repérer et l'interpeller, lui et quelques-uns de ses anciens ministres et collaborateurs, au moment même où il s'apprête à traverser la rivière Sankuru. Pour Patrice Lumumba, qui est ramené sous haute escorte à Léopoldville, c'est le début de la descente aux enfers. D'abord l'incarcération à Léopoldville, où il fait l'objet de tortures et de mauvais traitements. Puis sa livraison sous la pression des gouvernements belges et américains à son pire ennemi Moïse Tshombe, qui est chargé de régler son cas, de l'assassiner dans la forêt du Katanga le 17 janvier 1961. Dans la nuit de jeudi, profitant du sommeil des gardiens, les 3 détenus auraient percé le mur à l'aide de 2 pitons de tringles à rideau. Ils seraient passés à l'extérieur et ils auraient assommé les 2 soldats de faction à l'aide de grosses branches.
Une voiture était là, ils s'en seraient emparés et ils l'auraient mise en marche malgré l'absence de clé de contact. Ils auraient parcouru avec 40 km, puis parvenus dans un cul-de-sac, ils l'auraient abandonné et depuis, ils seraient dans la brousse. Patrice Lumumba et ses compagnons d'infortune sont effectivement dans la brousse, mais à 2 pieds sous terre, puisqu'ils ont été froidement abattus sur ordre de Moïse Tshombe. Cette histoire rocambolesque d'évasion vise à ce moment-là à masquer le forfait que les Belges et les Américains venaient de commanditer et d'orchestrer. La journaliste Colette Brackman, qui a suivi et lu les conclusions du rapport d'enquête sur l'assassinat du leader congolais. Les conclusions, elles ont été résumées par le ministre Louis Michel à l'époque des Affaires étrangères, disant que la Belgique avait une responsabilité morale dans l'assassinat de Lumumba. Donc il n'y avait pas de lien direct ou il n'y avait pas un ordre direct qui aurait été exécuté, mais il y avait tout de même une responsabilité morale, un encouragement donné aux Katangais qui ont liquidé Patrice Lumumba. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait un bureau Congo. Il y avait des conseillers belges qui étaient à Elisabethville et qui, eux, ne souhaitaient pas que celui qu'on appelait le paquet soit envoyé parce qu'ils trouvaient que c'était assez dangereux. Mais Bruxelles insistait vraiment en connaissance de cause et des militaires belges se trouvaient présents au moment de l'exécution de Lumumba. L'équation Lumumba résolue, son assassinat l'ayant ainsi définitivement écarté de l'échiquier politique, le président Joseph Kasavubu n'est pas pour autant conforté. Le pays dont il hérite est en pleine déliquescence. Le Congo compte en ses débuts d'année 1961 plusieurs gouvernements. À Léopoldville, un chef d'État reconnu par l'ONU et un collège de commissaires en conflit ouvert justement avec les Nations Unies. À Stanleyville, malgré la mort de Patrice Lumumba, un gouvernement Gizenga-Gbenye se prévalant de la légitimité lumumbiste. À Elisabethville, un État en sécession prêt à jouer le rôle confédérateur d'un Congo nouveau. Mais ce gouvernement est lui-même miné par la rébellion de ces populations du Nord, les Baluba, les Bakwanga, une parodie d'État conçue sur les gisements de diamants. Sur le plan militaire, en dehors des forces de l'ONU, présentes au Katanga, mais passives, des Congolais se retrouvaient dans différents mouvements. D'abord à Léopoldville dans l'armée nationale congolaise que contrôle le colonel Joseph Désiré Mobutu, puis dans la force nationale que contrôlaient les Lumumbistes à Stanleyville, Kindu, Bukavu, voire Manono. Les Congolais étaient également présents dans des forces sécessionnistes commandées par des officiers supérieurs européens au Katanga ou au Sud Kasaï. Le président Joseph Kasavubu doit faire face à cette division. Une entreprise titanesque quasi impossible pour celui-là même qui estimait que le fédéralisme était la solution pour son pays. Surtout que le dialogue paraît désormais impossible avec les leaders des zones sécessionnistes, notamment ceux proches de Lumumba qui vient d'être assassiné avec la complicité active du gouvernement en place. Kasavubu, le président de la République en titre légal, enfin je veux dire le vrai président de la République du Congo. Kasavubu donc, essaye en vain de refaire l'unité de son pays, rien à faire. Sécession des Lumumbistes au nord, sécession des Katangais au sud et au centre. Eh bien au centre, un autre Watley encore, Kalonji, qui a précisément accueilli M. Kasavubu récemment sur ses propos peu protocolaires qui répondaient à une remarque de Monsieur le Président de la République. Personne ne commanderait ici sans moi. Nous avons enlevé les soldats, qu'est-ce que vous voulez encore? Regardez, il n'y a même pas de soldats. Il n'y a pas de soldats, n'est-ce pas? Il n'y a pas de soldats. Ou bien vous ne venez pas à Bakonga, ou bien vous y venez, mais nous ne voulons pas cacher la réalité. Nous sommes à Bakonga, c'est que nous sommes tous les jours. Dayal qui est venu ici a été arrêté par mes soldats. La peste mondiale était, qui accompagnait Dayal. Permettez que j'entende l'avion. Dites-moi quoi et que je parte vite, moi j'en ai assez. Situation explosive donc pour le président qui sent désormais qu'il doit solliciter le soutien, l'aide de la communauté internationale pour se sortir de ce mauvais pas. Surtout qu'il n'oublie pas, qu'il n'ignore pas que le colonel Mobutu a juré que le Congo restera une et indivisible. Il paraît donc dangereux pour lui d'envisager dans l'immédiat en tout cas la partition, la solution fédéraliste à laquelle il croit. C'est à Tananarive, dans la capitale malgache, que se tient la première conférence de réconciliation nationale. Ouvrons maintenant notre page politique avec la conférence de Tananarive. Monsieur Tirana accueille ce matin les délégués de ce que nous n'osons appeler les différents États congolais à Tananarive, où ils vont tenir, vous le savez, une conférence de réconciliation s'ils le peuvent.
Une conférence de réconciliation et aussi de tentative d'unité d'action en présence, d'une part, de ce qu'ils appellent les entreprises des États communistes, d'autre part, ils vont tenter de prendre une position commune à la veille de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies, qui va s'occuper, entre autres importantes questions, de la question congolaise. M. Tsiran a dit aux délégués à leur arrivée, nous sommes vos frères et votre malheur est notre malheur. Les travaux de la conférence commencent cet après-midi. Seront présents à leur ouverture M. Tshombe et Kalonji, et aussi M. Kasavubu, qui est arrivé alors qu'on commençait à ne plus l'attendre. Mais les dirigeants lumumbistes, Gizenga et Kachemura, eux, jusqu'à présent, ils brillent par leur absence. Le comité consultatif pour le Congo s'est encore réuni la nuit dernière. M. Hammarskjöld a encore répété devant ce comité consultatif que ses représentants sur place sont paralysés et qu'il faut trouver les moyens pour que cela cesse. Bien oui, il y a eu, vous le savez, 24 heures de bataille à Matadi où les casques bleus soudanais ont dû décrocher sous la pression des soldats du général Mobutu. Aux dernières nouvelles, on ne se bat plus à Matadi. Les casques bleus et les soldats congolais s'observent le doigt sur la gâchette et ils se regardent en chien de faïence. De part et d'autre, on a convenu tacitement de ne pas envoyer de renfort. On ne tire plus non plus à Banana et à Léopoldville. Jusqu'à nouvel avis, c'est le calme. Cette conférence, qui démarre en l'absence des factions lumumbistes, pourra-t-elle apporter un début de solution? Quelles sont les chances du président Joseph Kasavubu, arrivé au dernier moment à Tananarive, de ramener la paix au Congo en le gardant entier et uni? Et le colonel Mobutu, qui tient toujours les rênes de l'armée, du moins une grande partie de cette force, se contentera-t-il longtemps de jouer le rôle de pompier pour le gouvernement central? Nous parlerons de tout cela dans une dizaine de minutes, dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Joseph Kasavubu, le premier président de la République du Congo. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur RFI, et puis nous nous retrouvons juste après. Si vous voulez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre site internet www.rfi.fr. archives.afrique@rfi.fr. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de cette émission consacrée à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Allô, allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Après plusieurs semaines de blocage des institutions consécutifs à la décision du président de la République Joseph Kasavubu de démettre son premier ministre Patrice Lumumba et la réaction de ce dernier de destituer à son tour le chef de l'État, le chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, Joseph Désiré Mobutu, qui dans un premier temps a neutralisé les deux chefs de l'exécutif, a finalement fait arrêter Patrice Lumumba et l'a livré avec la complicité de la Belgique et des États-Unis à Moïse Tshombe qui s'est chargé de le liquider, de l'assassiner dans la forêt du Katanga. Désormais donc, en ce début d'année 1961,
Le président Kasavubu n'a plus à résoudre l'épineuse équation Lumumba. Mais ce n'est pas pour autant le retour au calme dans un pays menacé par la partition. Suite et fin aujourd'hui de notre série consacrée au premier président de la République du Congo, Joseph Kasavubu. Dans la nuit de jeudi, profitant du sommeil des gardiens, les 3 détenus auraient percé le mur à l'aide de 2 pitons de tringles à rideau. Ils seraient passés à l'extérieur et ils auraient assommé les 2 soldats de faction à l'aide de grosses branches. Une voiture était là, ils s'en seraient emparés et ils l'auraient mise en marche malgré l'absence de clé de contact. Ils auraient parcouru avec 40 km, puis parvenus dans un cul-de-sac, ils l'auraient abandonné et depuis, ils seraient dans la brousse. Ces explications alambiquées masquent mal le forfait de ses auteurs. Elles sont fournies à la presse internationale par les autorités congolaises qui, à ce moment-là, essaient de dissimuler l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Le Premier ministre a été tué dans la nuit sur ordre de Moïse Tshombe, à qui les autorités de Léopoldville l'ont livré dans la journée même. À partir donc de cette date de février 1961, la gêne qu'il représentait à la fois pour les États-Unis, pour la Belgique, pour le bloc de l'Ouest, est écartée. Elle est aussi écartée pour le président Joseph Kasavubu, qui, même s'il n'a pas activement participé à son élimination physique, en est l'un des principaux bénéficiaires. Désormais donc, il doit s'atteler à ramener la paix, à remettre en route les institutions. Plus facile à dire qu'à faire, puisque le pays dont il hérite en ce début 1961 est un ensemble hétéroclite quasi ingérable. Il doit également faire face à la mobilisation des nations non alignées et des pays du bloc de l'Est qui continuent de réclamer la libération de Patrice Lumumba puisque personne ou presque ne sait à ce moment précis s'il est toujours vivant ou mort. Et puis on a un chef d'état-major, le colonel Joseph Désiré Mobutu, qui vient d'être promu général-major par le président Joseph Kasavubu, qui tient l'armée nationale congolaise et qui, même s'il n'avoue pas ses ambitions, tient à jouer un rôle de premier plan et à garder le Congo entier. Kasavubu, le président de la République en titre légal, le vrai président de la République du Congo. Kasavubu donc, essaye en vain de refaire l'unité de son pays, rien à faire. Sécession des Lumumbistes au nord, sécession des Katangais au sud et au centre. Eh bien au centre, un autre Watley encore, Kalonji, qui a précisément accueilli M. Kasavubu récemment sur ses propos peu protocolaires qui répondaient à une remarque de Monsieur le Président de la République. Personne ne commanderait ici sans moi. Nous avons enlevé les soldats, qu'est-ce que vous voulez encore? Regardez, il n'y a même pas de soldats. Il n'y a pas de soldats. N'est-ce pas? Il n'y a pas de soldats. Ou bien vous ne venez pas à Bakonga, ou bien vous y venez, mais nous ne voulons pas cacher la réalité. Nous sommes à Bakonga, nous sommes tous les jours. Dayal qui est venu ici a été arrêté par mes soldats. La presse mondiale était qui accompagnait Dayal. Dites-moi quoi et que je parte vite, moi j'en ai assez. Devant une situation aussi complexe, aussi tendue, après une table ronde convoquée par le président de la République qui se termine sur un échec, la communauté internationale semble la seule à pouvoir apporter une solution. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies du 1er février 1961 est essentiellement consacré au Congo, à la crise qu'il secoue. Une séance qui se termine sur une plus forte tension entre le secrétaire général d'Ak Majolt, M. H comme on l'appelait affectueusement, et Valerian Alexandrovitch Zorin, le représentant de l'Union soviétique au Conseil de sécurité, qui exige avant toute chose la libération immédiate de Patrice Lumumba. C'est dans ce contexte que le monde apprend la mort de l'ex-premier ministre le 13 février 1961. Une nouvelle qui va créer un tel climat de tension au sein de l'organe des Nations Unies que Zorin va déclarer qu'il n'est plus possible d'avoir confiance dans le secrétaire général de l'ONU. Il fait valoir que le meurtre de Lumumba, sans procès et sans jugement, prive de toute signification la poursuite des discussions à propos du Congo sur les données antérieures. À partir de cet instant, Antoine Gizenga prend officiellement la direction du gouvernement lumumbiste, qui est aussitôt reconnu et soutenu par Moscou et la République arabe unie. Une position qui va aboutir finalement au cours de cette séance particulièrement agitée au sein du Conseil à la condamnation de la Belgique. L'URSS va même jusqu'à annoncer qu'elle ne reconnaît plus Hammarskjöld comme personnalité légale des Nations Unies. Mais le Conseil se termine sans résolution réelle. C'est le 27 février 1961 que le secrétaire général des Nations Unies est autorisé par l'adoption d'un projet de résolution visant à empêcher la guerre civile, au besoin par la force, à réunir de nouveaux contingents pour intervenir au Congo. Mais rares sont les pays qui se hâtent pour fournir les troupes. Et dès que Moïse Tshombe a été au courant de la décision autorisant les casques bleus à user de la force, il la vit comme une véritable déclaration de guerre.
Désormais, le conflit est ouvert entre l'ONU et le Katanga. Et au leader congolais de Kasavubu à Gizenga, il propose une table ronde dont il fixe la date au 6 mars 1961. Le lieu de cette table ronde prévue à Genève va être transféré à Tananarive. La conférence à laquelle Antoine Gizenga ne participe pas élit Kasavubu comme président. M. Tsiran a dit aux délégués à leur arrivée, nous sommes vos frères et votre malheur est notre malheur. Les travaux de la conférence commencent cet après-midi, seront présents à leur ouverture M. Tshombe et Kalonji, et aussi M. Kasavubu qui est arrivé alors qu'on commençait à ne plus l'attendre. Mais les dirigeants lumumbistes Gizenga et Kachemura, eux, jusqu'à présent, ils brillent par leur absence. Le comité consultatif pour le Congo s'est encore réuni la nuit dernière. M. Hammarskjöld a encore répété devant ce comité consultatif que ses représentants sur place sont paralysés et qu'il faut trouver les moyens pour que cela cesse. Bien oui, il y a eu, vous le savez, 24 heures de bataille à Matadi où les casques bleus soudanais ont dû décrocher sous la pression des soldats du général Mobutu. Aux dernières nouvelles, on ne se bat plus à Matadi. Les casques bleus et les soldats congolais s'observent le doigt sur la gâchette et ils se regardent en chien de faïence. De part et d'autre, on a convenu tacitement de ne pas envoyer de renfort. On ne tire plus non plus à Banana et à Léopoldville. Jusqu'à nouvel avis, c'est le calme. Cette conférence qui a démarré dans la méfiance se termine par une alliance des cadres leaders congolais, Kasavubu, Tshombe, Ileo et Kalonji, qui réalisent une union. Ils décident de la création d'une structure fédérale qui comprendrait 5 États. Et son président serait Joseph Kasavubu. Cette conférence adresse aux Nations Unies une demande d'annulation de la résolution qui donne aux Nations Unies le droit de prendre toutes les mesures, même l'usage de la force, pour amener la paix. Fort de ce résultat de Tananarive, c'est ensemble que Kasavubu, Tshombe, Ileo et Kalonji vont prendre ensemble l'avion pour retourner au pays, dans une atmosphère d'euphorie. Mais les décisions de cette conférence ne vont pas être adoptées par les Nations Unies où la question congolaise suscite toujours pas mal de passion. Passion aggravée depuis l'assassinat de Patrice Lumumba. La guerre civile au Congo est une possibilité menaçante si les tendances actuelles persistent, déclare M. Hammarskjöld, attisée par de nouveaux incidents et non restreinte par la présence de la force de l'ONU. M. Hammarskjöld demande au Conseil de lui donner des instructions pour réorganiser l'armée nationale congolaise et pour l'empêcher d'intervenir dans les conflits politiques. L'intervention de la force de l'ONU, soit pour appuyer le président Kasavubu, soit pour libérer M. Lumumba, est impossible sans un élargissement du mandat de l'ONU. M. Hammarskjöld recommande au Conseil le retrait de la force de l'ONU du Congo, au cas où sa présence ne permettrait pas d'empêcher une guerre civile. D'ailleurs, ajoute-t-il, celle-ci serait inévitable si l'ONU se retire. M. Hammarskjöld demande que soit immédiatement arrêté l'envoi d'armes, de volontaires, de fournitures par des sources privées. Les chèques de l'ONU au Congo, conclut le secrétaire général, ouvriraient la porte à un conflit élargi. Le délégué d'Égypte annonce qu'un projet de résolution sera déposé devant le Conseil, demandant la libération immédiate de M. Lumumba, la convocation du Parlement et le retrait immédiat du Congo de toutes les formations militaires et paramilitaires belges. Ici Pierre Crénès à New York, à vous. Les combats vont donc se poursuivre au Congo. Les forces de l'ONU s'opposent à l'avancée des soldats de Tshombe dans le nord Katanga. Pendant ce temps, le 10 avril 1961, Albert Kalonji se fait proclamer roi du Kasaï sous le nom d'Albert Ier. On est bien loin du retour à la paix dans le pays. Et Joseph Kasavubu semble quelque peu débordé de tous les côtés. Après l'échec d'une nouvelle table ronde à Coquilletteville dont sont encore absents les représentants des tendances lumumbistes, Moïse Tshombe, qui supporte de moins en moins la pression de l'ONU, adresse un ultimatum au président Kasavubu, l'enjoignant de dénoncer la présence des forces des Nations Unies. Devant le refus du président, il quitte de façon bruyante la table de négociation et veut regagner Elisabethville. Mais les troupes du président Kasavubu l'arrêtent à l'aérodrome pour, je cite, avoir gravement porté atteinte à la sécurité de l'État. Une mesure d'internement est donc prise contre lui. Mobutu va le libérer le 21 juin 1961 parce qu'il a accepté, du bout des lèvres, de renoncer à la sécession du Katanga. Une promesse en l'air, bien sûr. Mais le président Kasavubu, lui, est décidé à réaliser à tout prix l'unité du Congo. C'est dans ces circonstances que l'on célèbre le premier anniversaire de l'indépendance du pays. Le bilan est catastrophique. Mes chers compatriotes, il y a 12 mois, nous fêtions dans l'allégresse l'accession de notre pays à l'indépendance. Dans la joie et avec confiance, nous ébauchions des projets et des programmes. Un avenir plein de promesses s'offrait à nous.
Et c'est sur quelques accents de l'hymne composé à la gloire de cette indépendance que l'on fête aujourd'hui, hymne chanté par un groupe de jeunes Congolais, que je vais clore ce reportage. Ici Jacques Tondra qui vous a parlé de Léopoldville. Quelques semaines après la célébration de cet anniversaire, alors que le président Kasavubu inaugure solennellement la réunion du Parlement, le général Mobutu précise qu'il ne se sent pas obligé d'obéir à n'importe quel gouvernement élu par le Parlement. Désormais donc, le président sait à quoi s'en tenir avec son chef d'état-major des armées. Mais cette année va se terminer sur une note moins triste, moins guerrière, puisque malgré les divisions, Joseph Iléo, le Premier ministre, va céder son fauteuil à Adoula, qui était le ministre de l'Intérieur dans le précédent gouvernement. C'est lui donc qui devient le chef du gouvernement central que reconnaissent à la fois Moïse Tshombe et Antoine Gizenga, le chef de gouvernement lumumbiste. Au cours de l'année 1962-63, l'armée et les forces de l'ONU mettent un terme à la rébellion de Gizenga. Le chef de la rébellion lumumbiste est arrêté et fait prisonnier. Le président Kasavubu n'est pas pressé de le libérer. Il est évident que la question de prisonniers, quand ils sont des prisonniers de guerre par exemple, ça reste toujours une question intérieure du pays. Nous connaissons beaucoup d'autres cas plus graves qui se passent dans d'autres pays, mais qui n'ont pas été jugés sur le plan international. Ça reste donc une question intérieure. Nous prendrons nos dispositions au moment voulu où le pays le jugera opportun. Ce qui veut dire que, en fait, vous ne précisez pas ici, aujourd'hui, la date de la libération. Nous ne précisons pas parce que, précisément, il appartient au pays de décider souverainement. En janvier 1963, c'est au tour du séparatiste Katangé de tomber. Mais cette apparente accalmie ne signifie absolument pas la fin des hostilités et des divisions. Elle permet plus au président Joseph Kasavubu de mieux se faire accepter de ses pairs, d'entreprendre une diplomatie plus active. C'est ainsi qu'il sera de la grande aventure panafricaine du moment, la naissance de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, en 1963 à Addis Abeba. Et chers frères, j'ai hâte de vous dire qu'après les graves troubles qu'il a subis, le cœur de l'Afrique reprend son rythme et recommence à battre à une cadence de plus en plus normale. Oui, et ce n'est pas une leurre. Le Congo s'est dégagé de sa phase sombre qu'il a connue au lendemain de son accession à l'indépendance et qu'il n'est pas dû exclusivement au tribalisme. Ce fut essentiellement une coalition d'intérêts étrangers qui ne pouvait se résoudre à quitter certaines régions de notre pays que les géologues qualifiaient souvent de coffre-fort de l'Afrique. Au prix de quels efforts, au prix de quels sacrifices sommes-nous parvenus à remettre de l'ordre dans nos affaires? Seul un recul dans le temps nous permettra de faire le bilan avec toute l'objectivité et toute la sérénité qu'il requiert. Mais en attendant, le pays continue de se diviser. Les vieux démons n'ont pas disparu. Une vaste rébellion embrasse le pays. Elle est principalement organisée contre le pouvoir central par des partis lumumbistes. Elle démarre dans la province du Kwilu, sous la conduite de Pierre Moulele. D'autres rebelles comme Christophe Gouigné, Gaston Soumalio, le général Olenga et un colonel Kabila déclenchent à leur tour la rébellion des Simba dans l'Est et s'emparent du Kivu-Maniema, de la province orientale, du Nord Katanga, du Sankuru et d'une partie de la province de l'Équateur. Stanleyville tombe sous le contrôle des rebelles Simba. C'est le branle-bas de combat à Léopoldville où le président Kasavubu décide de nommer Moïse Tshombe Premier ministre. Je rends un vibrant hommage au gouvernement qui se retire aujourd'hui pour son programme remarquable, programme économique et social, et qu'il a réalisé dans tous les domaines. J'invite au nouveau gouvernement de poursuivre ce programme
économique et sociale. Tshombe, qui a une affaire personnelle à régler avec cette rébellion qui avance dans le Katanga, maintenant qu'il est Premier ministre, va se lancer dans la reconquête. Il met sur pied l'opération Dragon Rouge, une opération qui permet aux forces gouvernementales aidées de mercenaires étrangers de se lancer sans pitié à l'assaut de la rébellion lumumbiste. À ma qualité, colonel Kassongo Martin, ministre de l'Information, Presse et Sécurité et Justice, section de l'Est du Congo, au nom de l'armée populaire et au nom de feu Patrice Emery Lumumba, nous allons combattre. Et nous le combattrons, nous allons les attraper comme des poules. Malgré le courage de la rébellion, Moïse Tshombe va reconquérir et reprendre dans le sang et la douleur Stanleyville. Mais il est ensuite destitué le 13 octobre de la même année 1965 par le président Joseph Kasavubu et remplacé par Évariste Kimba. Le président de la République qui voyage de plus en plus, qui assiste à différents sommets à travers le monde, qui joue désormais le rôle de président, qui se sent conforté, n'a pas résolu le problème du général Mobutu, qui va le renverser le 25 novembre 1965. Sa chute, la descente aux enfers pour ce tribun, qui encaisse cette fois-ci sans réagir. Placé en résidence surveillée, il décide de se retirer définitivement de la vie politique. Il ne réapparaîtra plus en public jusqu'à sa disparition à la suite d'une longue maladie le 24 mars 1969 dans son village de Boma. Il avait 56 ans. Kasavubu est le nom d'une commune de la province de Kinshasa. Un mausolée a été construit et inauguré en juin 2006 en sa mémoire dans le Mayumbe, au Bas-Congo. Dr Longombenza, vous qui le connaissiez bien et qui êtes l'auteur de l'une de ses principales biographies, que peut-on retenir de lui? Que reste-t-il de son passage à la tête du Congo? En 2 mots, je dirais que c'est le modèle de gestion propre et nette. Il savait faire, il savait tenir une comptabilité bien faite. Quand il allait en mission, il rentrait le trop-plein, le plus d'argent, le reste, il le remettait à la caisse de l'État. C'est le président pauvre, parce qu'il avait respect de la transparence, il avait cette action de bonne gouvernance. Et voilà pourquoi le Congo n'a plus, comme je vous ai dit, de repères. Il n'a plus de boussole. C'est sur ce point de vue que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée à Joseph Kasavubu, le premier président du Congo, à qui, il faut le reconnaître, les historiens n'ont pas rendu justice. Très peu de documents sont consacrés à son parcours, pourtant il a été l'un des acteurs clés du Congo contemporain. Delphine Michaud, Fouque Guyenne et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique.